Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM pour un temps de parole un peu spécial. Ce matin, il faut l'avouer, la une de France Mayotte, prise en otage. Oui, il y a bien eu une prise d'otage ce week-end du côté de Mayotte, du côté de Bouillonni, pardon. Nous avons sur ce plateau la personne qui a été prise en otage, mais également un témoin oculaire de cette scène. On a avec nous Amir. Amir, bonjour. Bonjour. Dans le micro, Amir, s'il vous plaît. Bonjour. C'est vous qui avez été pris en otage, hein? Oui, c'est moi. Et on a également Inzoudine, vous êtes le cousin de Amir, vous étiez sur place au moment des faits. Tout à fait. Alors, on va expliquer rapidement le début de l'histoire. Nous sommes samedi matin, il est aux alentours de 9h, vous êtes sur votre terrain, a priori, du côté de Bouillonni, vous êtes en train de faire un volley en famille avec des amis. Et là, il y a des personnes qui arrivent, a priori des personnes en situation irrégulière, de ce que vous nous avez expliqué. Et là, on vous embarque. Exactement, oui. Vers 9h, on était à Bouillonni, moi avec ma famille, tous. Donc, on était allé faire de volley. Alors, dès qu'on est entré dans notre champ, donc on a vu déjà les champs. Ces gens-là, les personnes irrégulières qu'ils étaient, mais c'était très loin de nous. Alors, à ce moment-là, on a eu peur. Donc, on a appelé les gendarmes pour qu'ils puissent venir intervenir parce qu'on avait peur. Donc, à ce moment-là, il y a eu des gendarmes, trois gendarmes qui sont venus. Alors, le moment qu'ils sont venus, ils ont discuté avec ces gens-là. Après, ils sont partis, descendus. À 30 minutes après, on a vu les masses des gens de Bouillonni. Je vais dire, les gens de Bouillonni, encore des étrangers, les gens qui sont... C'est pas forcément tous les habitants de Bouillonni, parce que on est bien d'accord. Là, vous nous parlez de personnes en situation irrégulière. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est pas forcément les habitants de Bouillonni. C'est pas forcément les gens de Bouillonni. Mais il y avait des gens de Bouillonni là-dedans. Oui. Il y avait des gens de Bouillonni. Alors, les masses, ce sont des gens irrégulières. D'accord, personnes en situation irrégulière. Il y avait combien? 50, 60 personnes, ce que vous disiez? Je vais dire une soixantaine comme ça. Une soixantaine. Qui arrivent donc sur le terrain? Qui arrivent sur le terrain. Où vous êtes? Où on était, ils venaient vers nous. Alors à ce moment-là, on a dit, on a appelé encore les gendarmes de Mtsamboro. 30 minutes après, on a vu 6 à 10 personnes, des gendarmes qui sont venus interpeller quelqu'un. Alors à ce moment-là, ils sont repartis. C'est là où les gens irréguliers qui sont s'adressés, mon frère, mes parents, les autres sont descendus. Le moment où ces gens irréguliers, ils ont vu que les autres sont descendus en ville, et moi j'étais resté là avec mon grand frère. Et c'est là où les gens ils sont en situation irrégulière qui sont venus vers nous. Moi j'ai dit à mon frère, mon grand frère, tu pars. Moi je vais rester. Et je restais là, c'est là où ils m'ont pris en otage. Alors, ils vous ont pris en otage, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ils viennent vers vous, vous dites à votre frère de s'échapper, de partir, vous décidez de rester. Pourquoi vous restez déjà? Moi, j'ai décidé de rester parce que je ne pourrais pas courir. J'étais malade, je ne pourrais pas courir. Même si j'ai essayé de partir, il aurait dû m'attraper ou me tuer directement. Parce qu'ils étaient déjà tout près de moi. Et vous avez problème à la jambe, vous ne pouviez pas courir, hein? Je ne pourrais pas courir. Alors mon grand frère, il était très loin, donc je lui ai dit, tu pars, moi je vais rester, je ne peux rien faire maintenant. Alors ils sont approchés de vous, ils étaient armés de chambeaux. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils étaient armés de coupe-coupe, tout le monde était armé de coupe-coupe. Alors ils sont venus tout près de moi, ils m'ont pris, et puis le coupe-coupe dans la gorge, comme ça. J'ai vu un mec, quand je dis... Il y avait des gens de Bouillonni, parce que leur complice, leur chef, il s'appelle Bazou. Dès qu'il m'a vu, lui, il a couru directement parce qu'on se connaît depuis longtemps. Dès qu'il m'a vu que c'est moi, il a couru, il est descendu. C'est les autres en situation irrégulière qui m'ont amené jusqu'à la forêt. Là. Alors, donc, attendez, on vous met un coupe-coupe sous la gorge, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on vous dit? À ce moment-là, ils m'ont dit que juste là, le moment qu'ils m'ont attrapé, ils ne m'ont rien dit. D'accord. Ils m'ont dit, ça y est, vous avez pris notre collègue, nous, on te prend encore. Alors, moi, amené jusqu'à la forêt là-haut, à côté parce que là où j'étais moi amené, je voyais déjà le bassin le bassin de Combani. Donc là, je voyais ça, moi, je me suis dit que je suis mort déjà. Donc, m'ont laissé là. Je leur demandais, qu'est-ce que vous voulez?
Ils m'ont dit, voilà, notre collègue, on l'a amené à la gendarmerie de Mtamboro. Il faut que tu appelles le gendarme de Mtamboro qu'il puisse lâcher notre frère. C'est là on va te lâcher. Sinon, on ne te lâche pas. Moi, je leur ai dit, ok, d'accord, donne-moi le téléphone. Ils m'ont donné le téléphone, mais à chaque fois que j'appelle, donc c'est le coupe-coupe dans la gorge, comme ça. C'est le coupe-coupe dans la gorge, c'est là, bon, moi j'ai appelé le gendarme, je lui ai dit, gendarme, bon, écoutez, lâchez le monsieur que vous êtes venu parce qu'on m'a pris ici, donc sinon dans 5 minutes, c'est pour ça qu'on m'a dit, dans 5 minutes, si vous lâchez pas ce monsieur-là, on va me tuer. Ils ont coupé le téléphone. Donc là, à ce moment-là, j'imagine que vous croyez ce qu'ils vous disent, c'est-à-dire que vous pensez que vous allez mourir à ce moment-là? Bon, écoutez, moi là, j'étais mort déjà. Comment ça? C'est-à-dire, la situation, comment il était, moi je dis, je suis mort. Hein? Je ne croyais pas qu'ils vont me lâcher. Je me suis dit que je suis mort, donc je le dis seulement, ce que j'ai pu le dire. Bon, là où vous m'amenez ici, comment mes parents vont avoir mon cadavre? Parce que moi, je ne m'attendais pas que je serais au retour vers mes parents. Donc, j'étais mort, moi. Hein? Parce que là, même maintenant que je parle, même maintenant, je suis en train de pleurer. Je vois déjà ce qui se passe. Ce qui s'est passé, je le vois déjà. Je suis vraiment choqué, je suis dans une situation très grave. Parce que même mes parents m'appellent dans le téléphone, je n'ose pas de le prendre dans le téléphone parce que quelqu'un qui me parle, je vois déjà. En me posant les questions, je vois déjà la situation. C'est les images qui reviennent. C'est les images qui reviennent. Alors, l'histoire, ce qu'on nous a raconté, c'est qu'on vous a menacé évidemment avec un coupe-coupe, mais on devait vous mettre dans un trou ou vous jeter dans un trou. Ça, c'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai. C'est vrai ça. J'étais dans un endroit, dans une petite montagne comme ça. Ouais. En bas, il y avait un trou. Alors, il y avait un moment là, peut-être, je ne sais pas si les gendarmes qui sont appelés, je ne sais pas qui c'est qui a appelé, mais il y a quelqu'un qui a appelé à la maison parce que le téléphone venait le message venait vers la maison, vers Abouyouni. Le message venait vers Bouyouni. Alors, le moment où on a appelé, il y a quelqu'un qui a appelé à Bouyouni en disant, ce monsieur-là, que si vous touchez ce mec-là, un cheveu de ce mec-là, alors votre frère va être condamné jusqu'à sa mort. Alors là, ils ont paniqué. Ils ont paniqué en disant que comment on va faire semer. Heureusement qu'il y avait un petit là, celui qui m'a un peu sauvé, je vais dire un peu sauvé parce que le moment où il venait vers moi, ce petit il était méchant, mais vers là-haut, il a eu un peu de pitié pour moi en disant les autres qu'il faut qu'on les lâche. Mais il y avait un monsieur qui s'appelait Mimba. Mimba, je le connais. C'est monsieur Bazou, parce que c'est lui. Premièrement, ils l'ont prononcé leur nom parce qu'il parlait en code. Donc, le moment qu'ils ont dit que on le lâche, il y a une dame encore qui a dit non, il ne faut pas le lâcher. Heureusement que ce petit-là, il a dit non, on va le lâcher, ce monsieur. Inzoudine, vous étiez ce matin sur ce terrain à faire un volet en famille, entre amis, sur votre terrain, quand vous avez vu ces 50, 60, si l'on en croit ce que nous dit Amir, 50 personnes en situation irrégulière. Comment vous saviez qu'ils étaient en situation irrégulière? Parce que vous parlez d'étrangers en situation irrégulière, mais comment on peut le savoir? Alors, bonjour Patrick, bonjour Mayotte. En fait, moi j'ai vécu à Bouyouni avec mes grands-parents justement sur ce terrain-là pendant plusieurs années. Et je suis allé à l'école à Bouyouni en CM2, en classe de CM2. Et je connais pratiquement tous les habitants de Bouyouni. Je les connais, j'ai travaillé 7 ans à la mairie de Bandrabois, donc je connais presque les habitants de Bouyouni. Je reconnais aussi certaines personnes en situation irrégulière parce que
On a l'habitude d'aller sur ce terrain. On va sur ce terrain au moins une fois par semaine et pratiquement tous les week-ends. Où on va passer nos week-ends là-bas, où on discute. Enfin, vous voulez, voilà, parle. dernièrement, nos réunions, on les fait même là-bas. Parce que c'est chez nous. C'est chez nous. Moi, je me suis souvenu, j'ai vu mon grand-père là, mon père, je l'ai vu là. Aujourd'hui, il est assez fatigué. C'est moi qui y vais avec, bien sûr, mes tontons. Et on connaît tout le monde. Les gens, en tout cas, les habitants de Bouyouni. Et ce qui me rend malheureux aujourd'hui, c'est le silence. Le silence des autorités, notamment nos élus, qui connaissent très bien la problématique et qui ne disent rien, qui ne font rien. C'est vraiment malheureux parce que c'est aberrant. On ne trouve pas les mots, c'est tout simplement une insécurité totale. Vous, quand vous avez vu ce qui s'est passé, parce que vous étiez sur place, vous avez de suite compris qu'il y avait un danger pour la vie de Amir? Il n'y avait pas un danger que pour la vie d'Amir. Parce que moi-même, je me suis retrouvé encerclé par des personnes, en majorité de femmes, qui sont venues vers moi. Parce que quand Amir a été pris, nous, on n'était pas sur place. On était partis déplacer nos voitures. C'est les gendarmes qui nous ont appelés, nous disant venez déplacer vos voitures, parce que si on part d'ici, elles seront toutes cassées. Donc on les a déplacés, et c'est en remontant donc vers notre champ que Amir nous a appelés, nous disant on a été attaqué. Et là, quand on a rappelé les gendarmes, ils nous ont dit malheureusement on ne peut pas intervenir parce que nos voitures ont été caillassées. Il y a tous nos affaires sont dans la voiture, on ne peut pas laisser les voitures là, on ne peut pas remonter. Donc là, on est allé, on était 3. Quand on est arrivé sur place, mon grand frère et mon tonton ont pris les ébus, ils sont repartis. Et il y avait 2 ébus qui s'étaient échappés. Donc moi, je suis allé vers eux pour les diriger là où on devait les amener. Et là, je me suis retrouvé encerclé par des femmes où j'ai été vraiment menacé de mort. J'y croyais plus. Donc il y a eu des bousculades à ma vie. À ce point-là. Ah oui. Ah oui, c'est pas de la rigolade. C'est du sérieux. Ils m'ont encerclé. Heureusement, ils n'étaient pas armés à ce moment-là. Ils ont voulu me prendre. J'ai dit, écoutez, moi je suis foutu, mais je ne partirai pas tout seul. Je vais en tuer un et puis après on verra ce qui se passera. Donc c'est à ce moment-là que 2 hommes sont venus vers là-haut, là où justement on a amené Amir, et ils ont dit laissez-le partir, on en a déjà pris un. Donc là, c'est là où vous avez compris que Amir avait été pris en otage. C'est là où j'ai compris qu'Amir a été pris en otage. Amir, aujourd'hui, avec le recul, c'est des faits qui se sont déroulés avant-hier. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, là où je suis là, je me suis debout devant vous, je me sens menacé. Je ne vois pas que je suis libre. Je suis toujours en otage. On m'a pris en otage, je suis en otage jusqu'à maintenant. Vous n'êtes pas sorti dans votre tête, sorti de cette histoire? Je ne suis pas sorti dans cette histoire. Je suis pas toujours, je suis mis en menace et je suis toujours en otage. Il fallait beaucoup de courage pour venir ce matin témoigner. Alors, on va expliquer à nos téléspectateurs. C'est Inzoudine qui devait venir. Vous n'étiez pas forcément prévu. De votre propre chef, vous avez décidé de venir témoigner sur Kwezi. Pourquoi avoir décidé de venir témoigner sur ce plateau? Parce que je pourrais pas venir. Mon neveu là, il était venu chez moi hier. Je lui ai dit qu'est-ce que vous allez faire? Il m'a dit qu'on va à Kwezi. Je me suis pris l'intention de venir témoigner parce que en disant les Mahorais qu'on est en danger, c'est pas moi seulement les Mahorais. Écoutez-vous bien, c'est pas moi seulement qui est en danger à Mayotte. On est tous les Mahorais sont en danger. Alors réveillons-nous de dire les autorités qu'ils s'élèvent faire quelque chose. C'est aux autorités à faire les choses. Attention, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. On est en France. C'est aux autorités à faire les choses. C'est pas à nous, Mahorais,
à trouver la solution. Attention. Je Je sais que c'est grave ce que vous avez vécu, mais attention, ne tombons pas dans ce piège-là qu'on nous tend. Exactement, monsieur. Je vais vous dire que qui sont les autorités? Savez-vous qu'il y a un mois, je ne sais pas, un mois, il y a un mec de Bandélé. On nous a dit qu'il ne faut pas qu'on fasse la justice nous-mêmes. Oui. Donc il y a un mec de Bandélé a essayé de faire la justice lui-même. Où est-ce qu'il est maintenant? Il est en prison. Alors ces histoires-là, ça a commencé déjà, ça fait déjà un mois de plus. Et que personne de la justice, ou je ne sais pas, monsieur le procureur, je ne sais pas, monsieur le préfet, attend qu'il trouve des indices de je ne sais pas quoi, hein, pour aller interpeller ces gens-là. Un mois. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à quand? Admettons c'était moi, Amir. Admettons c'était moi, Amir, qui avait pris ce monsieur-là en otage. Où est-ce que je serais aujourd'hui? Je serais en prison. Parce que je fais la justice moi-même. De ces questions-là, je vais profiter, monsieur. En posant une question à monsieur le procureur. Comme il dit, c'est le procureur qui va décider. En lui disant jusqu'à quand les Mahorais vont sortir dans cette situation. Monsieur le procureur, vous préférez les étrangers que les Mahorais? Les Mahorais doivent rester chez eux, qu'on leur tue. Si les Mahorais sont eux qui ont attaqué, bon, ça va. Mais si ce sont les étrangers, non. Alors, je vais vous demander de poser une question. Jusqu'à quand, monsieur le procureur? Samuel, une réaction. Allez-vous pouvoir retourner sur la parcelle de Bouyouni, votre terrain, avec après ce qui s'est passé? Oui, monsieur. Le terrain, ça fait déjà 50 ans. J'avais 5 ans. J'avais 5 ans que mon père, nos parents qui sont là. J'avais 5 ans que nos parents sont là. Ils sont venus dans son terrain. Ces gens de Bouyouni là, ils étaient là-haut. C'était même pas sur la route, ils étaient là-haut. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Les sociétés Bambao vendaient ce terrain. Pourquoi ils ne sont pas pensés qu'il faut qu'on achète un terrain pour à ce moment-là, on verra bien, à ce moment-là, on aura besoin de construire des maisons. Ils attendent jusqu'à maintenant qu'on a récupéré ce terrain. C'est là où ils vont décider de le récupérer. Pour avoir quelque chose, messieurs, il faut en discuter. Mais pas avec des violents comme ça. Si monsieur le maire de Bandaba était venu, ou ces gens-là de Bouyouni, peut-être on aurait dû avoir des solutions. Mais ce n'est pas de venir avec leur agression comme ça, en voulant tuer comme ça, en coupant tout ce qui est le bien, nos biens qui étaient là-bas. C'est pas comme ça. Alors, je serai dans mon terrain. Et je leur dis, je les serai. On sera dans notre terrain. Le terrain appartient à nous. Dernière question, Amir. Est-ce qu'un terrain, un bananier, ça vaut une vie, honnêtement? Ça m'étonne. Avec ce que vous avez vécu, je me dis, comment vous arrivez encore à trouver le courage de dire ça, quoi? Ça m'étonne un petit peu. Si vous disiez que un bananier ou le fruit à pain, tout ça, ça vaut une vie. Comment on serait arrivé jusqu'à là? Si ce truc-là n'était pas. C'est pas ces questions, je les trouve que tous les gens qui vont entendre ça, ils vont dire qu'est-ce que ce monsieur-là, quelle question il pose? Parce que c'est ça ce qu'on mange tout. À Mayotte, c'est ça ce qu'on mange. S'il n'y a pas là, ça, on ne vivrait pas. Merci beaucoup Amir, merci beaucoup Inzoudine d'être venu sur ce plateau pour ce témoignage plein de sincérité, plein de courage, mais également d'inquiétude. Il va falloir trouver des solutions à Bouyouni, mais le problème n'est pas que à Bouyouni si l'on en croit les SMS et les centaines de mails que l'on vient de recevoir. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.